Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous. Après 10 ans passés à la direction commerciale de Société Logistique Internationale, Élodie Primo s'est orientée vers la formation. Passionnée par le comportement humain et les sciences cognitives, elle a suivi un master en PNL, programmation neurolinguistique, et un cursus en systémique. Puis, Élodie a d'abord créé une société de formation classique et animé des ateliers sur les stratégies de créativité. Avec l'émergence du web au début des années 2000, Élodie s'intéresse à la formation en ligne et fonde MOS, Mind on Site, en 2001. Dans cet épisode, Élodie va partager avec nous ses bonnes pratiques sur le design des plateformes de formation pour mieux engager les apprenants. Bonne écoute! Bonjour Élodie et bienvenue! Bonjour, merci de m'avoir invitée. Eh bien moi, je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode, d'autant plus que ça faisait vraiment très très longtemps que je voulais t'inviter. Et je remercie Sally-Anne qui nous a mis en relation. Et donc ensemble, on va échanger aujourd'hui sur le design des plateformes de formation et sur leur importance, sur leur rôle dans l'engagement des apprenants. Donc un sujet que tu connais très bien. Tout à fait. Éditeur de plateforme. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, moi, je viens des ventes et du marketing. J'étais dans des sociétés du secteur logistique. Et puis, le lien avec la formation, c'est que j'ai commencé directement dans mon poste vente et marketing à mettre en place de la formation pour mes clients. C'était un moyen de nous démarquer, d'ajouter une prestation de service. Et c'est là que la notion de formation de l'entreprise étendue qui me tient vraiment à cœur a démarré. Donc c'était très tôt que j'ai pensé que les clients devaient être formés. Et puis voilà, j'ai aussi, je m'intéressais beaucoup au fonctionnement des humains, de comprendre pourquoi on réagissait comme ci ou comme ça, comment on apprenait à apprendre, etc. J'ai fait une formation en programmation neurolinguistique. Et puis après, à un moment donné, je me suis dit, allez, c'est la formation qui me convient. J'ai monté une première société de formation avec des amis qui étaient de la formation pour les médecins, formation en communication pour la communication intrapersonnelle, c'est-à-dire les médecins avec eux-mêmes lorsqu'ils doivent affronter des situations difficiles, mais aussi lorsqu'ils doivent communiquer des informations difficiles. C'était intéressant. Après, on est parti sur un sujet plus trivial avec la formation des visiteurs médicaux. Pour eux, comment parler avec les médecins. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la digitalisation. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque. On parlait de e-learning. Et puis voilà, donc MOS Mind on Site a été créé au tout début des années 2000. Donc voilà, ça fait quand même un bout de temps maintenant que je sévis dans le domaine de la digitalisation de la formation. Voilà. Et puis du coup, on a un point commun puisqu'on vient toutes les deux donc du marketing et de la communication. Et oui, et c'est un aspect très important. Ça sera un autre sujet autour de la formation à des plateformes parce que si on peut bien donner un conseil, c'est que le marketing et la communication, c'est le point aussi clé d'une plateforme et il fait partie intégrante du design, je pense. On pourra l'évoquer un peu plus tout à l'heure. Oui, on va en parler. Et donc, lorsqu'on parle de plateformes pour diffuser les formations digitales, donc on voit passer des acronymes, on parle de LMS, de LXP, de LEP même maintenant. Donc, est-ce que tu peux nous dire rapidement à quoi ces acronymes font référence et leur spécificité ?
Alors, dans le jargon technique, un Learning Management System, donc LMS, est orienté plutôt vers la gestion de la formation. Ça sert techniquement à créer, stocker, diffuser de la formation. Ça fournit des indicateurs, des tableaux de bord. Voilà, c'est le côté gestion qui prime. Et puis sur la partie LXP, le X pour expérience, là on est plutôt orienté apprenant, donc l'utilisateur étant au cœur du système. Et là, le but est plus d'offrir une expérience d'apprentissage qui va être adaptée aux besoins de l'apprenant, qui va effectivement se baser sur son profil, sur sa progression, pour lui donner accès aux activités de formation qui lui correspondent. Ça va aussi être quelque chose qui va faciliter la recherche, le partage d'informations. Voilà, c'est plus interactif sur le côté front. Il y a aussi des discussions qui vont être encouragées. On va avoir des forums. Et puis la petite dernière LEP pour Learning Engagement Platform. Là, on a des notions supplémentaires autour des apprenants qui vont être aussi acteurs dans la création des formations. Elle se veut plus pratique, plus conviviale aussi. Elle va intégrer volontiers de la gamification. Mais moi, c'est quand même, je trouve, difficile de se repérer parce que il y a des plateformes qui sont hybrides, on va dire, qui couvrent aussi bien le spectre LMS, LXP, LEP, dans le contexte où ce sont des plateformes qui, au départ, étaient plutôt LMS, mais qui ont intégré les autres aspects. Donc, moi, je préfère parler de portail ou de dispositifs de formation parce que selon les contextes, les cibles, on va avoir recours à des solutions des portails différents. Je veux dire par là que une plateforme, qu'elle soit LMS, LXP ou LEP, elle va adresser des cibles et que on peut avoir dans le contexte de l'entreprise étendue de la formation qui va s'adresser à un public interne, des employés, à des partenaires, à des clients. Et on ne peut pas imaginer un seul et même portail à destination de ces différents publics. Et si on prend le côté marketing, la marque va s'exprimer sur le portail, d'autant plus qu'elle s'adresse à des clients et qu'on doit avoir une transparence, une fluidité entre l'expérience que le client va avoir sur un site internet au travers de tous les supports marketing qui vont être mis à disposition jusqu'au portail qui doit vraiment être intégré et où on va pas non plus avoir les mêmes fonctionnalités sur le portail. Donc, graphisme et fonctionnalités vont être bien différentes. Donc, voilà pourquoi je préfère parler de portail ou de dispositifs multiples. D'accord. Bon, je vais faire attention à bien dire portail pour la suite de l'épisode. Ah non, mais c'est juste que ces acronymes existent, oui. Mais c'est compliqué, je trouve, de s'y retrouver. D'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, en quoi pour toi le design d'un portail peut-il avoir un impact significatif sur l'engagement des apprenants ? Je pense que si on prend le design dans ce qu'est le design généralement, c'est une approche fonctionnelle, on va dire, qui est tournée vers la recherche de quelque chose de pratique en termes de solutions, d'efficace, de séduisant, qui va donner la priorité à la facilité d'utilisation de l'interface. On parle d'interface dans les portails, et ça du point de vue de l'utilisateur, de dire quand c'est facile et efficace, il faut que ça vraiment cible aussi le besoin de l'utilisateur, et bien l'utilisateur va revenir. Voilà, pour moi c'est l'approche globale. D'accord. Oui, puis ensuite on va, je pense, parler du X-Design, etc. Plus loin dans l'épisode. Et justement, quels sont pour toi les principaux éléments de design qui sont à prendre en compte justement dans un portail qui vont favoriser cet engagement des apprenants ? Alors, on va couvrir plusieurs aspects autour de l'ergonomie,
qui va être finalement un canevas qui va être là en fonction aussi des services et des fonctionnalités qu'on veut mettre en œuvre. Il y a la partie graphique, tout le côté habillage, mais c'est aussi le design pédagogique sur une plateforme learning. Donc c'est un tout, le design pédagogique qui va à travers les fonctionnalités et services qu'on va mettre en œuvre être déclinés dans l'ergonomie, où on va voir l'habillage en fonction aussi de ce qu'on veut servir comme objectif graphique, comme est-ce qu'on est dans un contexte très business carré, ou est-ce qu'on veut se donner un ton plus léger. Donc on va avoir aussi des choses qui vont se décliner en fonction de la culture de l'entreprise. Et bien sûr, on dit que si la navigation elle est intuitive, l'expérience elle est agréable et on la renouvelle plus volontiers que quand on a de la peine à naviguer dans un produit sur une interface, effectivement. Puis après, quand c'est joli graphiquement, c'est encore mieux. Et puis je pense que c'est surtout le design pédagogique avec les fonctionnalités qui vont être mises à disposition et le côté adaptive learning, c'est-à-dire adaptation de la formation vraiment à l'apprenant, qui est un élément de design important pour moi. Après, il y a d'autres... on peut aller dans le détail en déclinant un peu plus d'autres éléments, mais je pense que du côté du graphisme, c'est là où la culture va être importante et d'être le reflet vraiment des valeurs de l'entreprise et de ce qu'elle véhicule par ailleurs. Et est-ce que tu penses qu'on peut s'inspirer des sites e-commerce pour penser des plateformes justement de formation? Parce qu'il y a des sites e-commerce qui sont très très bien faits et très intuitifs. Alors, on a un des exemples à donner qui s'inspire des sites e-commerce, c'est la recherche à facettes dans la plateforme. Donc, la recherche à facettes, c'est justement dans ce côté expérience de navigation facile. On a des apprenants qui vont avoir dans certaines entreprises des centaines de contenus à disposition et qui doivent s'y retrouver et qui, pour savoir au-delà de ce qui est poussé vers eux, mais qui vont pouvoir par leur curiosité aussi aller chercher ce dont ils ont besoin dans le contexte de leur travail au quotidien. Et ces recherches à facettes, elles sont clairement inspirées et reprises des sites de e-commerce. Et ça veut dire que, par exemple, on va faire une recherche qui va nous concentrer et nous cibler les formations, les activités en fonction d'un catalogue de mots-clés, de durée, de typologie d'activités, de formation, etc., pour sortir exactement la ressource ou les ressources dont on a besoin pour se former. Donc ça, c'est inspiré du e-commerce. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres exemples concrets de design à nous donner qui ont justement amélioré l'engagement des apprenants? Je sais que tu voulais nous parler de gamification, par exemple. Oui, c'est un des aspects qui est important. La gamification, quelquefois on se dit ah mon Dieu, ça va être des trucs trop fun, etc. C'est qu'est-ce qu'on met derrière gamification? La gamification, pour moi, elle commence dans le design. Ça peut être juste de voir une progression avec des niveaux. La gamification, elle va c'est le fait d'avoir un objectif clair à atteindre pour l'apprenant. Avoir une vue du chemin à parcourir, donc ça peut être des niveaux, ça peut être des récompenses qui s'agissent de badges ou des fois des cadeaux plus concrets, d'avoir aussi du feedback qui se fait par de la communication, des notifications, des annonces sur bravo, vous avez atteint un niveau, bravo, etc. Ou des évaluations qui vont aussi ponctuer tout le parcours et qui vont motiver justement l'avancement et qui vont maximiser l'engagement dans la formation. Oui, moi je trouve que c'est très important aussi d'avoir une barre de progression, par exemple, sur les plateformes pour savoir où on en est dans le module, ou comme tu dis, d'avoir des badges à chaque fois qu'on termine un module, etc. C'est des petits éléments de gamification, mais je pense qu'ils font beaucoup pour l'engagement des apprenants.
D'avoir enfin, on les appelle les widgets, effectivement, le radar qui permet de voir le pourcentage où on en est, où on a toujours envie d'aller plus, hein, on n'aime pas le vide, alors de devoir compléter ça, c'est important. Et puis après d'aller dans le détail parce que on a aussi le rapport d'activité qui permet d'avoir la vue globale, de voir le temps qu'on y a passé. C'est aussi important de se dire, ben voilà, j'ai fait tout ça. Et c'est aussi remarqué par des points, des jalons, que ça peut être aussi des compétences. Hein. Souvent, on parle de référentiels qui sont attachés à la plateforme et de voir que dans les compétences acquises par rapport aux besoins du poste, on arrive à avoir ce qu'il faut, être complètement aligné. C'est aussi très motivant et très engageant. Et qu'est-ce que tu penses des portails qui affichent les classements des apprenants, par exemple, au sein d'une entreprise? Est-ce que tu trouves ça sain ou est-ce que ça va instaurer une trop grande compétition? Ou des podiums? On peut voir aussi des Oui, podiums c'est quelquefois. ça, c'est ça. On a plusieurs choses qui sont couvertes avec ça, comme par exemple, on a des clients qui utilisent des podiums qui ne sont pas nominatifs, mais ça peut être des podiums magasins ou des podiums pour des centres de support. Ça peut être des podiums pays. On avait un client qui avait fait, par exemple, une formation, un nouvel ERP. Et pour vraiment engager les gens, on avait créé une carte du monde qui s'allumait au fur et à mesure que les pays avaient terminé leur formation. Alors c'était un peu la course à on veut notre pays allumé sur la carte, on veut que la carte soit tout allumée, etc. Donc ça poussait de ce côté-là. Et puis dans les manufactures, enfin dans le secteur horloger, on ne peut pas, vu qu'on a des boutiques multimarques. On ne peut pas nommer les gens, donc de voir juste la boutique, ça permettait aussi entre collègues, allez dépêche-toi, on veut être dans les 3 premiers ce mois-ci, il faut que tu pousses, il faut que tu finisses ta formation, donc ça donne un peu d'émulation de ce côté-là, c'est intéressant. Et puis sur les tableaux de bord nominatifs, ça marche bien avec les commerciaux, hein, ça c'est clair, quand on peut, ils sont très dans le challenge et dans ces aspects-là. Et puis on a fait aussi une extension gamifiée qui est sympa, qui s'appelle Moss Duel, dans laquelle on a là uniquement des quiz et où on va choisir un quiz, une thématique, et on va défier un collègue. Alors, le système peut aussi choisir un adversaire de manière aléatoire. Et puis là aussi, on a des podiums. On a vu qu'il y a des gens qui devenaient complètement addicts à ça et qui révisaient. Et c'est un bon moyen justement de relancer une formation d'une année sur l'autre au lieu de repasser à travers le cours, d'aller sur du quiz pur et dur et de se challenger entre pairs. Donc voilà, c'est des éléments qui sont assez sympas pour stimuler justement l'accès et la formation continue au quotidien. Bah oui, 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 tout à fait. Et donc, on sait que aujourd'hui, il y a de plus en plus d'apprenants qui utilisent les smartphones pour accéder aux formations. Donc, comment, d'après toi, le design d'une plateforme peut justement être optimisé pour toujours offrir une expérience apprenant optimale? Parce que moi, je sais que par exemple, il m'est déjà arrivé sur mon ordinateur d'avoir accès à une plateforme et que tout se passait bien. Et lorsque je passe sur mon smartphone, ça ne se passe plus très bien. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Effectivement, là dans le design, la conception, elle va prendre en compte les usages, et puis c'est le responsive qui va procurer cette consultation, on va dire confortable sur des écrans de taille très différentes. Après, il y a des éléments à prendre en compte sur les versions mobiles. Parfois, on a une interface qui est sur tablette et sur PC qui est très riche, et on doit faire des choix au niveau des widgets, des fonctionnalités qu'on va afficher, et il y en a certaines qu'on ne va plus afficher sur la version mobile, on va rester sur quelque chose de plus simple. Donc voilà, c'est des choix aussi, parce que dans un contexte
je dirais, de formation quand on est en déplacement ou occasionnellement, etc. On a envie d'un accès plus rapide. Donc c'est pas nécessaire de se limiter en disant on va faire la même version desktop que la version mobile. On peut avoir une version desktop enrichie et une version mobile plus light. Je trouve que ça c'est aussi intéressant. Et dans la partie contenu, il y a des exercices qui se prêtent très mal dans les questionnaires, par exemple, des glisser-déposer sur un smartphone, c'est horrible. Donc, Oui. dès qu'on est, nous, dans la création de contenu, on va supprimer un certain nombre de modèles de questions pour que ça soit vraiment adapté au niveau mobile. Il y a encore un des aspects qui est important, c'est qu'on a des clients qui ont des contenus, ce que j'appelle legacy, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément responsives, adaptés au mobile. Donc là, il y a un choix à faire. Est-ce que on veut quand même les présenter à l'utilisateur, mais dans ce cas-là, on montre qu'ils ne sont pas optimisés. Donc nous, on va plutôt dans l'inverse, c'est que on met une icône sur tous les contenus mobile friendly, compatibles mobile. Donc on voit l'icône et puis à ce moment-là, les gens ils savent quand ils sont sur un smartphone, ah oui, celui-là il est super adapté. Après, rien n'empêche de lancer un contenu. On a tous ouvert un fichier Excel sur nos smartphones ou un PDF et puis on zoome un peu dedans, on regarde. Donc voilà, on peut laisser l'accès, mais il faut que l'utilisateur il soit au clair que l'affichage ne va pas être optimal. Donc voilà. Et puis après, l'autre aspect encore plus simple, c'est de dire, si le contenu n'est pas compatible mobile, à ce moment-là, on ne l'affiche pas sur le smartphone parce que les plateformes sont capables de reconnaître d'où est attaquée la ressource. Et puis si c'est sur un smartphone, on la présente pas. Donc voilà, donc tout est automatisé, on va dire de ce côté-là. Après, il y a le côté app mobile qui là va permettre, c'est plus dans des usages sur des populations qui sont, on va dire, nomades, qui ont des connexions limitées, où là on a besoin de pouvoir télécharger en local des contenus de formation, les jouer en déconnecté. Dans l'avion, dans le train, j'ai pu pratiquer ça. C'est vrai que c'est agréable. Comme on télécharge des films aussi Oui. pour jouer, donc on télécharge ces formations et puis on va les jouer comme ça. Donc voilà, il y a le côté app qui va être plus destiné à des populations précises ou des moments précis, mais on peut combiner tout ça et c'est une expérience différente, qu'on soit sur un PC ou avec une interface responsive, un mobile ou qu'on ait une app, parce qu'une app elle est, on va dire déjà formatée avec un certain nombre de fonctionnalités, alors que sur un portail desktop où on a la place, on peut faire quelque chose de riche et très convivial. Intuitif dans la navigation, mais plus riche en termes d'éléments, de widgets. Oui, donc c'est très intéressant là ce que tu as dit. En fin de compte, il faut penser une version pour les PC et une version pour les mobiles et une version pour les apps. Et ce n'est pas la même chose, c'est pas du copier-coller de l'un sur l'autre. Non, c'est pas en tout cas nous notre modèle et on est bien sur des usages et sur des cibles aussi différentes parfois en fonction de. Oui, très bien. Et est-ce que tu peux nous dire comment on peut mesurer justement l'impact du design sur l'engagement des apprenants? Est-ce que tu as des indicateurs en particulier à nous conseiller de suivre? Alors nous, on a mis quelques indicateurs engagement qui sont configurables dans la plateforme. En gros, c'est l'activité ou la non-activité qu'on peut, par laquelle on va mesurer aussi ce qu'on appelle la curiosité, c'est-à-dire de voir si les gens vont aller non pas uniquement dans les formations qui sont poussées, mais vers d'autres formations qui ne sont pas inscrites à leur parcours et de pouvoir aussi avoir des indicateurs de fréquence, parce que plus on a de connexions, plus elles sont au quotidien, plus ça veut dire que la formation est adaptée aux besoins quotidiens des apprenants, parce que la formation, elle se veut aussi plus micro, plus là pour répondre
à des besoins ponctuels, vraiment on the job training, hein, c'est ça, la formation sur le poste de travail quand on en a besoin. Donc ça, c'est des indicateurs, donc fréquence, nombre de connexions. Il y a des KPI traditionnels aussi, comme le taux de complétion des formations, d'acquisition des compétences. Et ce qui est important aussi, je trouve, c'est d'avoir du feedback avec des enquêtes de satisfaction qu'on va lancer aussi depuis la plateforme, qui viennent justement sur mobile. Souvent, les gens y répondent bien quand on leur envoie par SMS ou par email, qu'ils puissent directement depuis leur mobile y répondre. Voilà, donc ça c'est important et ça donne bien du feedback sur l'engagement. J'aime bien ce que tu as dit, de mesurer la curiosité. C'est la première fois Voilà, que j'entends cet indicateur. c'est l'exploration et puis il y a la curiosité, mais il y a aussi le fait, on en discutait justement hier avec une cliente qui a poussé la gamification, a fait une plateforme absolument magnifique. Et qui, au bout des 3 années, voit aussi que finalement, c'est important de pouvoir avoir des formations obligatoires. Que voilà, les formations obligatoires, elles apparaissent toujours. Donc le côté inciter, donner l'envie, c'est important dans le design pour l'engagement. Mais il y a aussi les aspects un peu plus liés au réglementaire, d'avoir une vue sur les certifications aussi, tout simplement, qui ne sont pas forcément des certifications dans des domaines particuliers, mais juste sur des aspects, au lieu d'appeler ça un badge ou une compétence, ça peut être une certification et ça fait un côté un peu plus sérieux dans la gamification, mais qui va amener, je dirais, le fait que eh bien, je ne me forme pas quand j'ai le temps, mais ça fait partie de mes devoirs professionnels de me former, de me certifier et de justement remplir mes obligations entre guillemets. Donc l'engagement, il n'est pas que par des choses qui donnent envie, c'est aussi pousser un peu les gens, hein, à travers des mécanismes comme ça, voilà, où on les oblige un peu à faire les choses dans un délai imparti aussi, parce que si on le sait bien, hein, si on met pas de délai à une tâche, elle est jamais faite. Tout à fait. C'est la même chose en formation, donc de donner une vue sur des délais, c'est pas mal, et puis de rendre des choses obligatoires, ça se fait aussi volontiers, même quand il y a de la gamification sympathique. Oui. Et est-ce que est-ce qu'il y a des tendances en matière de design pour les plateformes? Moi, ce que je vois, hein, que ça soit côté interface portail, qui bien entendu intègre des contenus, c'est le côté immersif, hein, qui est tendance. Nous, on le pratiquait depuis longtemps en disant l'immersion, elle vient du fait de pouvoir être dans un portail qui est dédié à une thématique. Si je suis manager et que j'ai mon portail manager dans lequel je retrouve mes formations manager, où j'ai mes outils pour suivre mon équipe, où j'ai vraiment mon environnement dédié, c'est ce que je vais ouvrir au quotidien. Si tout ça est noyé dans un portail global où j'ai toutes les formations que je dois faire sur ci, sur ça, etc., voilà, le côté immersion va aussi procurer de l'engagement. Et puis maintenant, on a des contenus qui sont des contenus immersifs avec la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. On va pouvoir vraiment se promener dans des activités qui vont nous permettre de simuler, d'être en simulation, et c'est de plus en plus demandé, et ça permet effectivement de gagner du temps, d'avoir une meilleure qualité, un meilleur résultat, et de ne pas déplacer des gens, et des fois de faire vivre des situations qu'on ne pourrait même pas faire vivre en vrai de toute façon. Donc je pense notamment à ce qui peut être exercice autour du feu pour des pompiers ou autres, etc. Donc ces événements là, c'est voilà, on les vit pas autrement qu'en simulation, et c'est vraiment bien
de pouvoir l'avoir sur une plateforme. Après, nous, notre rêve, c'est de se dire, ils accèdent au portail avec aussi une totale immersion, avec un monde 3D, mais le métaverse, par exemple, c'est quelque chose qui est pas encore tout à fait abouti. On a notre société mère, qui est aussi un organisme de formation, qui, elle, a testé un certain nombre de nouvelles technologies. Au niveau du métaverse, les investissements sont très importants pour avoir des choses de qualité. Et surtout les jeunes publics ont de la peine à se projeter dans un métavers où l'avatar n'a pas de jambes. C'est des choses toutes bêtes, mais voilà, pour eux, expérience dégradée. Donc autant voilà, si on veut aller jusqu'au bout. Donc voilà, selon les publics, c'est plus ou moins bien reçu selon ce qu'ils ont l'habitude d'expérimenter dans leur vie privée. Mais ce côté immersif, c'est vraiment ça. Et voilà, donc je pense que c'est la grande tendance, mais tout n'est pas encore simple et forcément facile d'accès, aussi bien au niveau des budgets qu'au niveau des apprenants, parce qu'il faut quand même des bonnes connexions. Voilà. Puis on a encore des gens, Internet, on a quand même des gens, il faut dire, à l'heure actuelle, qui n'ont pas d'adresse mail. Il faut pas rêver à l'heure de l'intelligence artificielle et de tout ça. On a quand même des publics cibles qui sont un peu les laissés pour compte de la formation dans ces contextes-là, mais il y a des moyens de leur donner accès aussi à la formation. Donc il faut regarder le côté inclusif et immersif pour tout le monde. Oui, et tout le monde n'a pas non plus accès à la fibre, que ce soit en France ou en Suisse, où tu es. Il y a encore des villes qui sont en plus bas débit et il faut aussi prendre ça en compte pour pouvoir accéder à la formation. Selon où on se trouve sur les collines du Jura, là, près de chez moi, c'est pas toujours facile. Et puis la Bretagne n'est pas encore super bien non plus. Voilà. Exactement. Eh bien, merci Élodie pour toutes ces bonnes pratiques que tu as partagées avec nous. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode et je vais avoir une dernière question donc pour conclure. Donc, est-ce que tu penses qu'un bon design est suffisant pour engager les apprenants ? Alors, non. J'en étais sûre. Le bon design, bon, on l'a vu. Après, si le design pédagogique inclut aussi des mesures un peu contraignantes, comme on l'a vu, etc., mais je pense que c'est aussi l'accompagnement qui va faire que l'apprenant va aussi aller plus loin. Alors, les accompagnants, on en a deux. Il y a deux grands profils. Ce sont les managers et ce sont les formateurs ou les coachs. Et je trouve que certes, les coachs sont là, ont les outils, mais de plus en plus le manager est partie prenante et doit avoir les outils qui vont lui permettre de bien engager ses équipes. Pour ça, ça veut dire pour lui la possibilité aussi d'inscrire ses équipes sur les formations, d'avoir l'information nécessaire pour faire les bons choix, de pouvoir accepter ou pas des inscriptions, d'avoir une trace de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, pourquoi il l'a fait, de voir tous les indicateurs de performance et d'engagement de son équipe, les résultats, de pouvoir aussi les relancer donc être averti quand les gens ne se sont pas assez formés. Les notifications, c'est important. Et puis le manager, il a un rôle de coach aussi important, et de pouvoir planifier ses sessions, d'en avoir des traces. Donc c'est ça pour moi le bon design, c'est quand on a mis dans la conception le fait qu'on a des accompagnants qui vont être actifs et qui vont stimuler aussi. Ça peut être aussi le côté communautaire avec justement encadrer des programmes, faire de l'animation, le community management, ce qu'on appelle tout simplement. Et d'avoir des gens qui sont là aussi pour envoyer des annonces, faire de la com,
des gens du marketing, hein, quelque part. Voilà. Ça m'y revient, de la com, qui Oui. sont là aussi pour animer les dispositifs. Voilà, je pense que ça fait partie. On peut l'inclure dans le design. C'est un des aspects importants, la communication aussi. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Eh bien, merci beaucoup Élodie pour cet épisode très intéressant. Je te remercie encore d'avoir participé. Donc, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, j'indiquerai ton contact LinkedIn si nos auditeurs souhaitent se connecter avec toi. Et j'indiquerai également le lien du site Mind on Site qui est vraiment très très riche en ressources, puisqu'il y a des livres blancs, il y a des articles de blog qui sont vraiment très très intéressants à lire. Donc j'invite nos auditeurs à aller farfouiller dans le site, tout simplement, s'ils souhaitent approfondir le sujet du design des plateformes. Merci beaucoup Élodie. Merci beaucoup Anne-Marie. À bientôt, j'espère. Au revoir. À bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.